Je remercie bien évidemment M. Rachid Haouch, diplômé de l'Institut ergonomique et vétérinaire Cassin 2 de Rabat, diplômé de l'École d'architecture de Paris de la Villette, diplômé de l'École nationale supérieure du paysage de Versailles, diplômé de l'Institut d'urbanisme de Paris, X-Nanterre, diplômé de l'École doctorale des hautes études et sciences sociales de Sorbonne. Vous êtes directeur général du cabinet Haouch Architecture d'urbanisme du paysage et de l'environnement et vous êtes vice-président du Conseil national de l'Ordre des architectes. Oui, merci Soufiane. Bonjour tout le monde en tout cas. Le confinement s'est bien passé pour moi. C'est une période de méditation quand même. J'avais fermé mon bureau depuis le 15 mars et j'ai poursuivi certaines activités de l'ordre. Et puis en même temps, je poursuivais mes encadrants soit de diplôme, soit de continuer à distance à enseigner les 5e années. Donc, ce que j'ai retenu, c'est que cet enseignement à distance, il est beaucoup plus important que le présentiel. C'est-à-dire qu'on est, je veux dire, très approprié par rapport à l'étudiant, par rapport à ses problèmes et autres. Par ailleurs, l'activité dans les agences, elle était très limitée au télétravail. Malgré tous les chantiers qui sont restés à l'arrêt. Donc, ce qu'il faut aussi retenir par rapport à tout ça, c'est que quand même c'est une bonne chose. Les déplacements à Casablanca étaient très intéressants. On a limité un petit peu le stress qu'on connaisse tous les Casablancais. Et de l'autre côté, beaucoup d'économies d'énergie. Donc on souhaite que l'après-confinement, qu'on garde ceux qui peuvent effectivement faire du télétravail, qu'ils le font, parce que c'est quelque chose de très important de rester dans cet élan-là. Voilà pour l'instant. Sinon, on a effectivement, comme tous les collègues, ils l'ont dit, on a continué à travailler ensemble, tous les acteurs du bâtiment pour l'après-Covid et savoir comment faire décoller tout le secteur. Avant de répondre à ta question, juste pour compléter par rapport à ce qu'ont dit mes collègues sur le conseil professionnel qu'on vient de créer, qui en soi, dans sa réalité intrinsèque, il porte les germes du BIM, si on peut dire. Donc, quelque part, c'est une façon, effectivement, de travailler le BIM dans un esprit collaboratif qui est aussi d'asseoir l'ensemble des protagonistes du projet en tant que conseil. Donc, ce conseil, il est conçu comme une force de frappe, que ce soit pour les pouvoirs publics, que ce soit pour la qualité pour les citoyens. Donc, il faut effectivement qu'il penche, parce que quand vous faites du BIM, vous êtes obligé de maîtriser l'ensemble du process et vous êtes obligé de normaliser l'ensemble, effectivement, de l'intervention dans votre projet. Donc, ce qui va faire défaut aujourd'hui, c'est qu'il n'existe pas de code de la construction en marque, donc on n'a pas de normalisation et on n'a même pas de matériautique, comme ce qu'on appelle ailleurs le BIM Office. Donc voilà, donc le petit chapeau. Pour répondre effectivement à ta question concernant la tendance au niveau du Maroc, je mettrai un petit peu maintenant l'accent sur le terrain. De quoi s'agit-il? On peut parler du BIM comme ça, comme si quelque chose d'idéalisé, mais sur quel support? Comme si vous allez mettre effectivement le moteur d'une Ferrari dans une 2 chevaux. Donc, quelle est cette 2 chevaux qu'on a aujourd'hui, qui existe au Maroc? Il faut comprendre que seulement 10% d'architectes au Maroc s'accaparent 80% de la commande et que 90% de la commande, elle est dans le privé et seulement 10%, elle est dans la commande publique. Donc voilà des statistiques. 10% de la construction, elle est seulement dans le haut et le moyen standing. Et c'est cette construction de 10% qui peut permettre quelque part effectivement le BIM. 45% de la construction, il est dans le logement social. 45% encore de la construction, il est dans les villas, le recasement et l'autoconstruction. Donc, il faut qu'on parle chiffres aujourd'hui pour dire comment introduire le BIM. Donc, ce qui fait en dehors des villas, on a 80% de la construction, il concerne le logement social, le recasement et l'autoconstruction. Donc, on a le paysage comme mérite. Donc, maintenant, le BIM, il s'impose, mais il s'impose dans ces catégories-là de construction. C'est-à-dire que si on rehausse, si vous voulez, le logement social, on le met au niveau du moyen standing et qu'on supprime l'autoconstruction et que le recasement, on le met en logement social, on va se trouver avec 70% effectivement de qualitatif en matière de construction. Là, on a très bien, on fait intervenir le BIM comme il faut.
Ce qu'il faut comprendre aussi par ailleurs, que la construction, elle représente un chiffre faramineux de 75 milliards de dirhams, ce qui fait 6% je veux dire, du PIB. 1,5 million d'emplois, dont malheureusement 50% sont dans l'informel. Donc comment introduire le BIM dans l'informel? Mais ce qu'il faut voir aussi de l'autre côté, la misère autour effectivement de l'ensemble du process des protagonistes du projet. Si je prends que le cas des architectes, la dernière déclaration aux impôts, 55% sur les 1500 déclarés, ils ont déclaré 260 000 dirhams effectivement de chiffre d'affaires, ce qui leur fait seulement 10 000 dirhams par mois. Vous imaginez quand un architecte rentre dans une école d'architecture, on lui demande 17 et demi, minimum 17 pour rentrer de moyenne au bac, pour rentrer effectivement à cette école, le résultat avec 10 000 dirhams de l'autre côté. Donc voilà des chiffres. Il faut voir aussi que par rapport à ces 10% dont j'ai parlé tout à l'heure de la construction publique, les architectes, depuis l'avènement effectivement de ce code, le DPNP, ils déboursent déjà 350 millions de dirhams par an. Ça veut dire, depuis 2004, ils déboursent de leur poche 1,1 milliard de dirhams pour ça. Donc voilà le terrain, si vous voulez, sur lequel on va asseoir une réflexion sur le BIM. Donc il faut qu'on soit conscient de cette réalité-là qui est très importante. Ça veut dire qu'une société qui clochardise ses forces vives, elle ne peut pas se développer. Et le BIM, je pense la force du BIM, il va remettre en question toutes ces structures-là, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient juridiques. Donc voilà, par rapport à ma première intervention, tu as parlé tout à l'heure, en France, on est à 45% de la maîtrise d'œuvre qui utilise le BIM. Au Maroc, les architectes équipés, ils sont entre 5 et 10%. C'est tout. Donc, qui utilisent au quotidien. Donc là, cette question de l'usage, elle est très, très, très importante. Maintenant, la question de la stratégie pour le BIM au Maroc, comment effectivement on va déclencher le mécanisme. Donc, comme je dis tout à l'heure, tous les collègues ils l'ont bien expliqué, c'est que le BIM est par définition un langage commun où tous les acteurs se retrouvent autour d'une maquette numérique, quel que soit le logiciel utilisé, à part que cet logiciel, il faut qu'il soit orienté objet et parallèlement qu'il traduise le IFC, qui est le langage commun inventé par les entrepreneurs américains et qu'on a aujourd'hui, on est à la version 4.5, je pense. Donc, c'est cette mise en œuvre de la maquette numérique avec les différents niveaux de détails, c'est parce qu'il faut parler effectivement de détails aujourd'hui, de ce qu'on appelle, ce que les autres appellent le level. Aujourd'hui, quand on fabrique une maquette numérique, il est vraiment au stade numéro 0, numéro 1. On fait juste l'image de synthèse pour vendre le projet. Mais si on arrive parfois jusqu'à introduire l'ensemble de la HQE, par exemple, ou l'environnement, on peut arriver à un détail 7. Donc, il y a des étapes, mais on peut commencer au Maroc avec au moins le détail 1 jusqu'au détail 3. Donc, ce qui est intéressant dans le BIM, tout le monde l'a dit, c'est cette notion d'arrêter tous les problèmes qu'on a au niveau chantier. Donc, c'est une miniaturisation ou une virtualisation du chantier, sachant qu'on va régler tous les problèmes des collisions et qu'on va régler tous les problèmes des interfaçages. Mais pour le Maroc, pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut, comment on va y arriver? D'abord, il faut l'enseigner. Il n'est pas enseigné. Donc, il faut l'enseigner dès la première année dans les écoles d'architecture et dès la première année chez tous les partenaires qui vont effectivement cohabiter par rapport à travailler cette maquette numérique. Aujourd'hui, c'est une formation personnelle que chacun effectivement essaie d'avoir dans son côté. Et il faut aussi arriver à s'entendre pour responsabiliser tout un chacun par rapport à ce BIM, à cette maquette numérique particulièrement. On est ici seulement les ingénieurs géomètres, topographes et puis les architectes qui ont un ordre. Il faut qu'on milite tous pour que les ingénieurs aient leur ordre, les ingénieurs spécialisés aient leur ordre et que, effectivement, l'ensemble des protagonistes du projet, ils aient le même statut quelque part.
les mêmes règlements, effectivement, qui réglementent l'ensemble des intervenants. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Je pense que ça peut se régler par rapport à la future loi 29-18 qui est en cours, qui était un petit peu bloquée, mais il va revenir sur le théâtre de la négociation, mais qu'il faut qu'on soit vigilant pour introduire exactement ces notions de BIM dans cette loi-là. Donc, il faut aussi que les instances, par exemple, nos ordres respectifs, introduisent la formation du BIM pour tous les architectes. La notion fondamentale, c'est d'abord l'enseignement. C'est d'abord, effectivement, il faut connaître l'outil. Donc, il faut savoir qu'on est dans une phase embryonnaire et c'est un changement profond. Comme je disais tout à l'heure, c'est un changement au niveau de la pratique, c'est un changement au niveau juridique qui est très important. Donc, si on se place aujourd'hui, nous avons une effervescence de certaines écoles de former des BIM managers, des choses comme ça. On ramène un petit peu des choses qui se font à l'étranger et on les plaque au Maroc. Alors, pour moi, c'est inutile parce que c'est en méconnaissance de la réglementation, je veux dire, locale. Donc, ça ne sert à rien de former des gens, effectivement, juste pour les former, alors que chaque corps d'État doit former ses propres intervenants au niveau du BIM. Et puis l'ensemble de cette formation collégiale va faire que la maquette numérique ait un sens. Il faut une remise en question de l'ensemble de l'arsenal juridique qu'on a aujourd'hui pour que le BIM ait un sens. Si tu prends par exemple la loi sur le premier article de la loi 1689, elle impose la mission complète. C'est-à-dire au Maroc, on a une mission de A à Z. La France, elle a saucissonné ses missions et fait effectivement intervenir pas mal de corps d'État ou d'intervenants dans le process. Si on prend par exemple l'article 7 de la 1689, toujours, il indique qu'il n'existe pas de contrat de maîtrise d'œuvre au Maroc. Et ça, c'est problématique. C'est parce que, de l'autre côté, le seul qui en face l'administration pour déposer le permis, c'est l'architecte. Alors que dans d'autres cieux, on peut parler d'appel d'offres, on peut parler de contrat de maîtrise d'œuvre qui est important et on peut intégrer l'ensemble, effectivement, des protagonistes du projet dès l'amont du projet. Aujourd'hui, quand vous allez introduire cette notion de contrat de maîtriseur qui commence à venir avec les concours et les projets internationaux qu'on a au Maroc, mais c'est illégal. Donc, cette mise à plat de l'ensemble de l'arsenal juridique, elle est souhaitable. Elle est même, effectivement, je veux dire, prépondérante pour que le BIM se faufile de façon, je veux dire, douce, sans interférence. Vous avez la loi 66-12 qui responsabilise l'architecte sur le non-variéture, même avec des emprisonnements qu'il y a derrière. Donc, comment travailler collégialement, effectivement, et préparer ce chantier-là en amont. Donc, je conçois très bien le fait qu'aujourd'hui, il faut augmenter la part de la conception. Aujourd'hui, on part à 50-50 entre la conception et la réalisation. Dans d'autres cieux, on part à 55 et puis 45. Donc, il y a des choses qui se mettent en boucle. J'ai parlé tout à l'heure de la loi 29-18 qui est en cours, mais c'est la chance que nous avons, et nous l'avons bloquée, et qu'elle a été bloquée, et qu'il faut la reprendre et savoir comment aller introduire cette notion de BIM de façon juridique. Donc, moi, je rejoins Stilhorn, mais pour dire quand même qu'il faut deux choses. Il faut le cadre juridique obligatoirement et il faut l'initiation collective. Et ça, c'est en parallèle qu'il faut mettre les choses. Et puis, on a l'article 769 des DOC qui impose, si vous voulez, la continuité de l'ouvrage 10 ans plus tard avec le contrat, la garantie décennale. Donc, se pose automatiquement la responsabilité de la maquette numérique en elle-même. Donc nous avons un article de loi très contraignant, c'est l'article 53 de la 1290, qui stipule que l'architecte est responsable de son œuvre. On parle de son œuvre, c'est ça qui est un peu dommage par rapport à la maîtrise de l'œuvre. Donc on parle de maîtrise de l'œuvre et pas de maîtrise d'œuvre. De son œuvre, de la conception à la livraison, avec vérification de la conformité des études techniques réalisées par les ingénieurs spécialisés avec la conception architecturale et qu'il doit veiller à ce que dans le chantier, il soit conforme effectivement à l'autorisation. Donc, de la conception jusqu'à la livraison.
Donc, comment insérer cette responsabilité de la maquette numérique autour de ça? Comment insérer cette notion de BIM manager dans cet article-là? Donc, c'est pour ça que je dis, le BIM, c'est une force de frappe qu'on a aujourd'hui pour harmoniser, pour gagner du temps, pour gagner dans la qualité, mais il va venir sur un arsenal juridique. Le DOC date de 1913. Vous imaginez, de 1913, on entraîne effectivement certains articles de loi. On va en parler tout à l'heure. L'ANP date de 1931, elle a été révisée en 1952, et c'est elle qui fait le fondement effectivement des autorisations de construire. Donc voilà, c'est que il faut absolument qu'on pose la problématique, comme je dis tout à l'heure, de la faisabilité juridique effectivement du BIM, et de l'autre côté, travailler en concomitance avec l'ensemble je veux dire, des acteurs, et c'est le rôle, je crois, du Conseil qu'on a aujourd'hui. M. Triété, il a parlé tout à l'heure de comment le Maroc il a gagné des points dans le doing business. Moi, je pense que le BIM, il faut le prendre dans ce sens-là, dans le sens qu'on est capable aujourd'hui de regarder tout le process, puisque lui, c'est un processus, et regarder le processus dans le processus pour voir où est-ce qu'il y a des failles et où est-ce qu'on perd du temps. Donc, au Maroc, on parle de rukhsat al-bina, c'est-à-dire dans la tête des gens, dès que vous avez le permis de l'autorisation de construire, vous allez construire. Alors que ça, c'est une folie. Dans les pays avancés, l'autorisation de construire se fait à base des plans d'exécution. Donc, il faut qu'on change d'abord cette mentalité, qu'on dépose des plans d'exécution. Et il y a une contradiction de fond entre la 6612 qui dit qu'il ne faut pas changer le plan non-variéture, et c'est ce plan-là qu'il faut réaliser. Or, l'ingénieur spécialisé n'est pas encore intervenu au niveau de la phase permis. Et on est obligé de déposer des permis modificatifs de, effectivement, la perte de temps. Donc, le processus de délivrance du permis de construire au Maroc, il est lourd et très, très lourd à gérer pour plusieurs raisons. La première, c'est l'inexistence d'un cadre juridique qui permet effectivement de limiter toutes les remarques qu'on a en cascade. Deuxièmement, il y a l'incompatibilité entre la note de renseignement issue du plan d'aménagement et puis celle je veux dire, des règlements de voirie issus de l'ANP, l'arrêté municipal permanent, qui, j'ai dit tout à l'heure, il date de 1931, a revisité en 1952, et c'est cet AMP, ce règlement de voirie, à partir duquel il y a certains, effectivement, techniciens qui le prennent comme argent comptant et qui valident ou valident pas votre projet, et vous avez des remarques en contradiction. Donc, il faut remettre tout ça en question, et que cette ANP doit être orientée vers un code de la construction, c'est-à-dire mettre en place un guide de la conception, et de l'autre côté, le même guide, il va se transformer en guide de l'instruction. Ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est ce qu'a fait effectivement Dubaï ou Qatar, qu'importe. C'est-à-dire, tout est clair, tout est limpide. Vous avez aussi, là on perd énormément de temps, c'est la notion d'économie d'échelle. C'est-à-dire, vous faites un plan, un schéma directeur au 25 millième, et tout d'un coup, vous allez vers le 5 millième pour faire le plan d'aménagement. Donc, vous multipliez par 5 l'erreur. Vous sautez du 5 millième, effectivement, du plan d'aménagement pour faire les feuilles des plans d'aménagement, ils sont au 2 millième. Et c'est à partir de ce plan d'aménagement, on vous donne une note de renseignement, qui est, comme je dis tout à l'heure, en contradiction avec l'ANP. Et vous déposez un permis de construire en 2 centièmes. Vous multipliez par 20 l'erreur, ou bien au centième. Donc, il ne manque des plans intermédiaires pour régler effectivement des problématiques urbaines. Et c'est l'interaction qui se met en place. Donc, il faut absolument aller vers introduire effectivement ces schémas intermédiaires qui sont des plans au 500e ou 1000e qui vont régler effectivement certaines échelles. Comme ça, l'architecte, il va recevoir pourquoi pas, une note de renseignement en 3 dimensions. Comme ça, il sculpte son projet. C'est-à-dire que l'administration, il a réglé tous ses problèmes, effectivement, concernant l'urbanisme, le prospect, les gabarits, et que l'architecte, il fait de l'architecture. Et si il veut faire d'urbanisme, ça c'est autre chose, on interviendra en tant qu'urbaniste pour régler ces problèmes-là. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Et après, il faut revoir la 1290 qui ne lie par rapport à la non-faisabilité effectivement des plans d'aménagement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plans d'aménagement, ils sont tous mornés.
Moi, j'en ai fait une quinzaine. C'est-à-dire dès que vous démarrez votre plan d'aménagement, une fois qu'il est fait, qu'il est homologué, bah, vous allez vous tirer les cheveux et la puissance publique de l'autre côté, il va recourir à la dérogation. Ça veut dire qu'on est tombé sur la tête. Donc, il faut absolument qu'on règle le problème effectivement juridique à partir de la 1290 pour que les plans d'aménagement soient souples, beaucoup plus souples. Il faut qu'on introduise des poches pour que le promoteur travaille avec ce qu'on appelle dans d'autres sur la zone d'aménagement concerté. On l'aide en tant que puissance publique, on rentre avec lui dans les dépenses recettes et on trace effectivement le périmètre et on essaye de travailler toute la problématique des équipements par rapport à des taxes locales d'équipement et autres. Voilà des choses qu'on peut mettre en place et qui peuvent régler, on peut gagner. Moi, je dis la dernière fois, je pèse mes mots, on peut gagner jusqu'à pratiquement 5 points au niveau du doing business en réglant juste le problème d'urbanisme, effectivement, par rapport à des échelles d'intervention. On peut gagner encore 5 points en mettant la note de renseignement en 3 dimensions. C'est-à-dire on peut arriver à être les premiers en matière de doing business en introduisant le BIM et en réglant toutes ces problématiques. Moi, je pense que si on ne s'y met pas, on va disparaître. Il y a des métiers qui commencent déjà à disparaître, il faut être clair. Tout à fait. Le centre passé de la DAO, c'est-à-dire c'est juste une façon de transiter la table à dessin dans l'ordinateur. Après, c'est la conception assistée par ordinateur. Aujourd'hui, nous avons l'architecture paramétrique et puis l'architecture générative est en train de pointer son nez. Et c'est une révolution totale. Il faut dire qu'aussi, tu l'as bien dit tout à l'heure, nous travaillons dans un raisonnement séquentiel, c'est-à-dire l'ordinateur qu'on a aujourd'hui, c'est un ordinateur séquentiel. Donc, il est basé sur la concurrence modulo 2, c'est-à-dire c'est un système binaire, c'est le vrai et le faux. Ben, imaginez, c'est encore pour demain, et ça commence déjà à apparaître, l'ordinateur quantique. Il est 10 puissance 16 fois plus puissant que l'ordinateur séquentiel qu'on a aujourd'hui. Donc, le portable qu'on a aujourd'hui, il est 10 fois plus puissant que l'ordinateur qu'on a effectivement il y a 20 ans. Donc, il y a une accélération de la technologie qui est aujourd'hui qui fait qu'il y a des métiers qui vont être effectivement à la trappe, ça, il faut le dire. Donc, automatiquement, vous savez très très bien que le dernier IBM aujourd'hui, le dernier ordinateur le plus puissant du monde, il fait 200 pétaflops, c'est-à-dire il calcule des milliards et des milliards d'opérations à la seconde. Il a même calculé le Big Bang. Donc, imaginez dans 50 ans, cet ordinateur-là à la portée de tout un chacun. Aujourd'hui, avec le cloud, vous pouvez rentrer dans des grands systèmes créés et vous pouvez faire vos calculs d'imagerie de synthèse. Donc, maintenant, il existe des logiciels où vous pouvez avoir des animations en temps réel. Il existe effectivement des clouds. Vous envoyez votre fichier et le lendemain, vous avez l'animation que vous ne pouvez pas faire chez vous, c'est quasiment impossible. Donc, aujourd'hui, il faut se dire qu'il faut se préparer à cette espèce de chamboulement de l'ensemble de nos pratiques, les pratiques qu'on a aujourd'hui, et que les accueillir petit à petit, soit par la formation, mais surtout d'être conscient qu'il faut accepter effectivement le changement. Donc, nous, on le voit, par exemple, chez nous, en matière architecturale. On a encore des architectes qui sont à l'âge de la main. On a d'autres qui sont derrière, effectivement, un ordinateur avec un dessinateur ou des dessinateurs qui on a d'autres qui sont encore dans l'ordinateur, mais qui maîtrisent très mal le logiciel. Et on a d'autres qui sont complètement très, très, très avancés avec ces outils-là et qui travaillent le BIM, qui travaillent autre chose. Donc, il faut petit à petit mettre l'ensemble de chaque corps d'État, la mise à niveau de l'ensemble de ces professionnels. Où je crois que le rôle qu'on a aujourd'hui avec le Conseil, c'est d'imposer ça tout de suite, de l'avancée technologique qu'on a aujourd'hui, et de la démystifier et la domestiquer. Voilà, merci.